Bonjour, on a vu la séance dernière le suivi par conductimétrie. On va voir aujourd'hui le suivi par pressiométrie et je vous présente d'abord le système qu'on va étudier. On va étudier la transformation qui se produit lorsqu'on mélange la solution d'acide chlorhydrique et le magnésium. Alors, lorsqu'on ajoute la solution d'acide chlorhydrique sur le magnésium, alors qu'est-ce qu'on observe? Alors, on observe un dégagement gazeux. Alors, ce dégagement gazeux se produit d'une façon progressive, comme vous voyez. Donc, il s'agit d'une transformation qui est lente. Alors, puisque la réaction chimique met en jeu une espèce chimique qui se trouve à l'état gazeux, alors le suivi par pressiométrie est une méthode adéquate pour suivre cette transformation chimique. On pose la question, quelle est la nature de ce gaz? Alors, on va utiliser ce test pour mettre en évidence le gaz qui se produit au cours de cette transformation chimique. Voilà, vous entendez une détonation qui met en évidence la formation de dihydrogène. Alors au cours de cette transformation, il se forme le dihydrogène H2 à l'état gazeux. Cette observation permet d'écrire cette équation qui représente l'équation chimique de la réaction chimique. Alors Mg plus 2H+, donne H2 plus Mg de plus. Pour étudier la cinétique de cette transformation chimique, on aura besoin d'un ensemble d'éléments et d'un mélange réactionnel. Alors je commence par les éléments nécessaires. Alors on aura besoin d'un ballon pour y mettre le mélange réactionnel, un manomètre qui permet de mesurer la pression à l'intérieur du ballon, un chronomètre qui permet de mesurer le temps et un cristallisoir rempli d'eau qui permet de maintenir une température constante. Le mélange réactionnel est constitué d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 2,5 10 puissance moins 1 litre moins 1, une masse 0,02 g de magnésium. Alors je vous présente d'abord le protocole expérimental qu'on va suivre. Alors on va mettre d'abord la solution d'acide chlorhydrique dans le ballon, puis on accroche le ruban de magnésium dans le bouchon et on ferme le ballon. Alors, lorsqu'on ferme le ballon, vous voyez que le manomètre indique une valeur 1036. Donc, il s'agit d'une pression mesurée avant de déclencher la transformation chimique, parce que vous voyez que le ruban n'est pas en contact avec la solution d'acide chlorhydrique. Donc, il s'agit alors d'une pression de l'air emprisonné dans le ballon avant de déclencher la transformation chimique. Alors, on déclenche la transformation chimique par une petite secousse pour faire tomber le ruban de magnésium dans la solution d'acide chlorhydrique et on déclenche en même temps le chronomètre et on relève les valeurs de la pression au cours du temps. Alors, je représente sur le graphe l'évolution de la pression au cours du temps et sur le tableau les valeurs de pression à chaque instant. Donc, vous voyez que, par exemple, à la date 60, on a mesuré une pression de 1038. Alors vous voyez que la pression augmente au cours du temps parce qu'il se forme progressivement le dihydrogène à l'intérieur du ballon. Voilà, c'est juste une simulation de la transformation et on va représenter l'évolution de la pression au cours du temps. Alors, comme vous voyez, la pression commence à partir de 1036. Donc, et à la fin, elle atteint sa valeur limite, c'est 1049. Alors, à quoi servent ces valeurs? Normalement, lorsqu'on suit une transformation chimique, l'objectif, c'est de déterminer la composition du mélange au cours du temps. Alors, pour cela, on doit chercher une relation entre l'avancement de la réaction chimique et la grandeur mesurée au cours de cette étude. Donc, dans ce cas, c'est la pression. Alors, pour cela, on doit d'abord dresser le tableau d'avancement et on va compléter ce tableau par les quantités de matière initiales. Alors, on calcule la quantité de matière de magnésium qu'on a utilisée. Alors, on a utilisé une masse de 0,02 g. Alors, on va diviser cette masse par la masse molaire pour obtenir la quantité de matière. Alors, on obtient alors 8,3 10 puissance moins 4 mol.
et on met cette valeur dans la case correspondante. Et on calcule la quantité de matière de H+, par le produit C fois V. On a utilisé une solution d'acide chlorhydrique de concentration 2,5 10 puissance moins 1 et on a utilisé un volume de 50 ml. Alors, on va multiplier 2,5 10 puissance moins 1 fois 50 ml, on doit convertir en litres, 10 puissance moins 3. On obtient 1,3 10 puissance moins 2 mol. Et on met cette quantité dans la case correspondante. Et on complète le remplissage du tableau d'avancement. Alors vous voyez qu'on a respecté les coefficients stoichiométriques. Après avoir rempli le tableau d'avancement, on va chercher quelle est la relation entre l'avancement x et la grandeur mesurée, dans ce cas c'est la pression. Alors pour cela, on va considérer que le gaz emprisonné dans le ballon est un gaz parfait et on va appliquer la loi des gaz parfaits. Alors PV égale à nRT. Alors cette quantité N, c'est la quantité totale du gaz emprisonné dans le ballon. Alors dans ce cas, c'est la quantité de l'air qu'il y a initialement dans le ballon, plus la quantité qui se forme progressivement de dihydrogène. Alors N égale N de l'air, la quantité de l'air, plus la quantité de dihydrogène. Alors si je remplace, on obtient PV égale la quantité de l'air plus la quantité de dihydrogène fois RT. Alors d'après le tableau d'avancement, la quantité de dihydrogène est égale à X. Alors si je remplace la quantité de matière de dihydrogène par X, on obtient P fois V égale à la quantité de l'air plus X fois RT. Alors j'ai mis les grandeurs qui varient en fonction du temps en rouge. Pourquoi? Pour exploiter cette équation à différentes dates. Alors je prends cette équation. Alors si je travaille à T égale à 0, je prends la pression P0, c'est la pression initiale mesurée par le manomètre. Alors P0 fois V égale à la quantité de l'air fois RT, parce que l'avancement X est nul à T égale à 0. Si je travaille à T supérieur à 0, P fois V égale à la quantité de l'air plus X, le tout fois RT. Alors si je développe la deuxième équation, la quantité de l'air fois RT plus X fois RT. Et on remarque que la quantité de l'air fois RT est égale à P0 fois V. Alors si je remplace quantité de l'air fois RT par P0 fois V, on obtient la dernière équation. Alors on doit toujours faire attention aux grandeurs qui varient en fonction du temps. Alors je mets toujours les grandeurs qui varient en fonction du temps en rouge. Alors je prends cette équation pour l'exploiter encore une fois. Et je travaille par exemple à un instant t. J'écris P moins P0 fois V égale à X fois RT. Alors si je prends cette expression à l'état final, alors la pression et X, ce sont les grandeurs qui varient en fonction du temps. Je prends alors P, je la remplace par P max, et X, je la remplace par X max. En divisant membre par membre, on obtient P moins P0 divisé par P max moins P0 égale à X sur X max, et on peut déduire finalement l'expression de l'avancement X en fonction de la pression mesurée, et en fonction de P0, en fonction de P max, et en fonction de X max. Alors pour pouvoir calculer la valeur de X à différentes dates, on doit normalement chercher d'abord la valeur de X max, la valeur de P0 et la valeur de P max. Alors on cherche la valeur de X max à partir du tableau d'avancement, et on cherche P0 et P max à partir du graphe qui représente l'évolution de la pression au cours du temps. Alors on commence par la recherche de l'avancement. Alors l'avancement maximal, c'est la valeur inférieure de 8,3 10 puissance moins 4 mol, ou bien la quantité initiale de H+, divisée par 2. 1,3 10 puissance moins 2 divisé par 2 mol. La valeur inférieure de ces deux quantités de matière, c'est 8,3 10 puissance moins 4. Alors c'est la valeur de l'avancement maximal. Et on peut déduire le réactif limitant dans ce cas, c'est le magnésium. La valeur de P et de P0 peuvent être déterminées à partir du graphe. Donc vous voyez P0 égale à 1036.
Et Pmax égale à 1049, c'est la valeur maximale de la pression mesurée à l'état final. Alors prenons par exemple un exemple de calcul, c'est juste pour savoir comment calculer x à une date donnée. Je prends par exemple à la date t égale 3 minutes. La pression mesurée à la date t égale à 3 minutes, c'est 1042 hectopascales. Et j'effectue l'application numérique. X à la date t égale à 3 minutes égale 1042 moins 1036 divisé par 1049 moins 1036 fois 8,3 10 puissance moins 4, c'est la valeur de x max. Par application numérique, on obtient x à la date t égale à 3 minutes, 3,8 10 puissance moins 4 mol. Alors, on peut répéter ce calcul pour les différentes dates et on obtient finalement cette allure de x en fonction du temps et on va mettre la valeur qu'on a calculée. Donc, vous voyez, à t égale à 3 minutes, on a obtenu 3,8 10 puissance moins 4 mol. On passe maintenant à la troisième partie et on va voir la vitesse volumique de réaction chimique. On va commencer par la définition. Alors, on définit la vitesse volumique V d'une réaction chimique se produisant dans un volume V par l'expression V égale à 1 sur V dx sur dt. Alors, V majuscule représente le volume du mélange réactionnel. V minuscule représente la vitesse volumique de réaction. dx sur dt représente la dérivée de x par rapport au temps. Et on va voir comment chercher cette dérivée, bien sûr, à partir des résultats expérimentaux. Alors, si l'avancement est exprimé en mol, le temps est exprimé en secondes, le volume est exprimé en mètres cubes, on aura une vitesse qui est exprimée en mol par mètre cube par seconde. Alors, si le volume est exprimé en litres, on aura une vitesse qui est exprimée en mol, litre moins 1, seconde moins 1. Alors, comment chercher la vitesse volumique de réaction chimique? Alors, je vais traiter deux cas. Alors, soit à partir des résultats expérimentaux se forme d'un tableau qui regroupe les différentes valeurs de l'avancement en fonction du temps, soit à partir d'un graphe qui représente les mêmes valeurs, voilà, figurées dans le tableau, mais sous forme de graphe. Alors, on commence par exemple le calcul de la vitesse à partir d'un tableau qui regroupe les différentes valeurs de l'avancement au cours du temps. Alors, pour calculer par exemple dx sur dt à t égale à 1000 secondes, je prends par la méthode d'encadrement, je prends 8,28 moins 6,90 divisé par 1200 moins 800 et ça donne 3,45 10 puissance moins 6 millimol seconde moins 1. Alors si je convertis cette valeur en mol seconde moins 1, on obtient 3,46. Voilà, 10 puissance moins 6 mol seconde moins 1. Donc il suffit de diviser par le volume du mélange réactionnel, comme vous voyez c'est 75, pour obtenir bien sûr la vitesse volumique. Alors 1 sur 75 que je dois multiplier par 10 puissance moins 3 pour convertir en litres, fois 3,45 fois 10 puissance moins 6, et on obtient finalement 5 10 puissance moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. Voilà comment calculer la valeur de la vitesse à un instant donné en exploitant les résultats sous forme d'un tableau qui regroupe les différentes valeurs de x à différents instants. Alors si maintenant je dispose d'un graphe qui représente l'évolution de x en fonction du temps. Alors pour cela, on va travailler sur le graphe et je prends par exemple la même date, à t égale à 1000 secondes, et je repère le point sur la courbe. Alors pour chercher dx sur dt, je prends un segment de cette courbe au voisinage de ce point, alors comme vous voyez sur cette figure, et je cherche une variation infinitésimale dx et je divise par la variation infinitésimale dt. Alors normalement en pratique, c'est difficile de déterminer cette valeur, la valeur de dx et celle de dt. Alors qu'est-ce qu'on va faire normalement? En pratique, on prolonge ce segment qui représente une partie
une très petite partie de la courbe. Alors si je prolonge ce segment, on obtient un segment qui représente une partie de la tangente représentée à la date t égale à 1000 secondes. Et je cherche delta x et je cherche delta t. Alors vous voyez que le rapport delta x sur delta t va donner le même, ou bien la même valeur que dx sur dt. Donc vous voyez qu'on a deux triangles semblables. Alors et on cherche delta x sur l'axe des x et on cherche bien sûr delta t sur l'axe des temps. Alors dans ce cas, on a 4,5 millimoles comme variation delta x et 1200 comme variation sur l'axe des temps. Et je divise delta x sur delta t pour calculer dx sur dt. Alors c'est 4,5 multiplié par 10 puissance moins 3 pour convertir les millimoles en mol, divisé par 1200. Alors par application numérique, on obtient 3,75 10 puissance moins 6 mol seconde moins 1. Donc il suffit de diviser par le volume qui est égal à 75 10 puissance moins 3 pour calculer la vitesse à l'instant t égale à 1000 secondes. On obtient, vous voyez qu'on a obtenu la même valeur que précédemment. C'est à peu près 5 10 puissance moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors on pose la question, comment évolue la vitesse de réaction au cours du temps? Alors pour répondre à cette question, alors je reprends le graphe et je me déplace vers la date par exemple 400 secondes. Alors vous voyez qu'on a un certain coefficient directeur, delta x sur delta t. Alors vous voyez que si je déplace dans le temps, voilà, si je représente la tangente à la date par exemple à peu près 550, on obtient un coefficient directeur. Vous voyez que au cours de ce déplacement, la variation delta x diminue, la variation delta t augmente. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de delta x sur delta t? Évidemment, ce rapport diminue au cours du temps. Et puisque la vitesse est proportionnelle à ce coefficient directeur, alors on peut déduire que la vitesse diminue au cours de la transformation chimique. Alors vous voyez que delta x diminue avec le temps et delta t augmente. Alors je résume tout ce qu'on a vu, sous forme d'une représentation d'une partie de la tangente et j'ai représenté l'angle alpha qui nous donne une idée sur le coefficient directeur. Alors vous voyez que si je représente la tangente à différentes dates, on constate que le coefficient directeur associé à l'angle alpha 1 est supérieur au coefficient directeur associé à l'angle alpha 2 est supérieur au coefficient directeur associé à alpha 3. D'ailleurs, alpha 3 est nul, alors le coefficient directeur est nul. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que à la fin de la transformation, la vitesse est nulle parce que l'avancement atteint une valeur limite. Alors vous voyez la comparaison, V1 supérieur à V2, supérieur à V3 qui est carrément nul. Passons maintenant à la quatrième partie qui concerne le temps de demi-réaction T1,5. On commence par la définition. Alors le temps de demi-réaction T1,5 est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction atteigne la moitié de sa valeur finale. Alors x à la date T1,5 égale à x final sur 2. Et comment déterminer la valeur de T1,5? Prenons par exemple le graphe. Alors sur le graphe, normalement, on cherche la valeur de x final et on divise la valeur de x final sur 2 pour avoir x à l'instant T1,5 et par la projection sur l'axe des temps, on obtient T1,5. Alors dans ce cas, T1,5 égale à 420 secondes. Le temps de demi-réaction permet de choisir la méthode adéquate pour le suivi. Alors d'une façon générale, chaque méthode de suivi est caractérisée par un temps de réponse. C'est le temps nécessaire pour effectuer une mesure. Alors par exemple, pour un dosage, une seule mesure
dure quelques minutes parce qu'on doit prélever, on doit prendre un échantillon et on doit passer par la trempe chimique, puis par l'ajout progressif du réactif titrant. Donc ça demande un peu de temps pour finir ce dosage. Donc le dosage ne peut être utilisé que si la réaction chimique ou bien que si la transformation chimique dure quelques minutes. Alors d'une façon générale, le temps de réponse de la méthode de suivi doit être très inférieur à T1,5. Je passe maintenant à l'influence des facteurs cinétiques sur la vitesse volumique. Et je commence par l'influence de la température. Alors j'ai représenté deux courbes qui représentent l'évolution de x en fonction du temps. La courbe qui est en bleu représente l'évolution de l'avancement x à une température plus faible. La courbe qui est en rouge représente l'évolution de l'avancement x à une température plus élevée. Alors j'ai représenté à t égale à 0 la tangente voilà, à la courbe qui est en bleu, qui forme un angle alpha 1, et la tangente à la courbe qui est en rouge, qui forme un angle alpha 2. Les deux angles nous donnent une idée sur les valeurs, ou bien nous permet de comparer les deux coefficients directeurs des deux tangentes. Alors vous voyez que le coefficient directeur de la tangente à la courbe qui est en rouge est supérieur au coefficient directeur de la tangente à la courbe qui est en bleu. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la vitesse initiale correspondante à la courbe qui est en rouge est supérieure à la vitesse initiale de la courbe qui est en bleu. Et on peut interpréter l'influence de la température par le fait que les particules qui réagissent entre eux sont trop agitées. Parce qu'à température élevée, la vitesse des particules est très grande, alors on aura une fréquence de choc très élevée. Et par suite, la vitesse est plus grande. On passe maintenant à l'influence de la concentration. Alors j'ai représenté de la même façon deux courbes. La courbe qui est en bleu représente l'évolution de l'avancement x pour un mélange où les concentrations des réactifs est plus faible. Et la courbe qui est en rouge représente l'évolution de l'avancement x pour un mélange où les concentrations sont plus élevées. Alors vous voyez de la même façon, l'angle alpha nous donne une idée sur ou bien la comparaison des deux coefficients directeurs des deux tangentes. Et vous voyez que le coefficient directeur de la tangente tracée sur la courbe qui est en rouge, à t égale à 0, cette tangente présente un coefficient directeur supérieur au coefficient directeur de la tangente tracée sur la courbe qui est en bleu, voilà, qui représente l'évolution de l'avancement pour une concentration très faible. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? Que lorsque la concentration des réactifs est élevée, la vitesse est plus grande. On peut interpréter l'influence de la concentration sur la vitesse de réaction par le fait que la probabilité de rencontre entre les particules, parce que si les espèces chimiques se trouvent en solution avec une concentration élevée, alors les particules sont trop proches les unes des autres, alors on aura une probabilité de rencontre entre les différentes particules qui réagissent entre eux, et par suite une vitesse de réaction plus grande. Alors on s'arrête là pour cette séance, et on se verra Inch'Allah dans une nouvelle séance.